2 ans après la mort de l'opposant russe Alexeï Navalny, le Kremlin rejette les accusations d'empoisonnement avancées par 5 pays européens, dont la France et l'Allemagne. Quelques jours après la mort de Quentin, une mobilisation a été organisée à Paris. LFI accusé par toute la classe politique d'aimant avoir joué un rôle dans l'agression ayant mené à la mort du militant nationaliste. Le sud-ouest de la France reste en alerte ce lundi suite aux inondations records de ces derniers jours, tandis que les transports sont toujours très perturbés dans plusieurs régions d'Espagne. 2 ans se sont écoulés depuis la mort du leader de l'opposition russe, Alexeï Navalny. Aux premières heures de la matinée lundi, de nombreuses personnes ont commencé à porter des fleurs sur sa tombe au cimetière de Borissovo à Moscou. D'après les résultats de plusieurs laboratoires indépendants, 5 pays européens ont affirmé ce week-end que Navalny avait été empoisonné par une toxine mortelle provenant d'une grenouille sud-américaine. La mère de l'opposant exige que les responsables soient traduits en justice. Это подтверждение тому, что мы знали с самого начала. Мы знали, что сын наш не просто умер в колонии, он был убит. Вот 2 года всего прошло, и мы уже знаем, чем он был отравлен. Я думаю, что пройдет какое-то время, и мы узнаем, кто это сделал. Обязательно. Заказчик знает весь мир, я просто повторяю свои слова. А мы хотим, чтобы узнали каждого, кто принимал в этом участие. Le Kremlin rejette toujours fermement les accusations de meurtre de Navalny, attribuant sa mort à une maladie multifactorielle. Lundi encore, le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov a dénoncé ce qu'il a qualifié de réaction négative à des accusations biaisées. Plusieurs représentants de missions diplomatiques étrangères se sont rendus sur la tombe du leader de l'opposition. 2 ans après sa mort, l'UE appelle à la libération immédiate de tous les prisonniers politiques en Russie, dont le nombre ne cesse de croître dans le contexte de la guerre contre l'Ukraine et du durcissement des lois. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a souligné que Washington ne voulait pas de vassaux en Europe, mais des alliés avec lesquels travailler sur des questions communes. Le chef de la diplomatie américaine a fait ses commentaires alors qu'il a entamé sa tournée en Europe centrale à Bratislava, où il a rencontré le Premier ministre Robert Fico afin de renforcer les liens avec les alliés de Trump dans la région. Le plus haut diplomate américain a déclaré que l'administration Trump souhaitait une Europe plus forte, qui à son tour créerait une OTAN plus forte, capable de dissuader efficacement les menaces. Fico a dénoncé le soutien de l'UE à l'Ukraine lors d'une conférence de presse conjointe, affirmant que cela ne faisait que prolonger la guerre et augmenter le nombre de victimes. Il a également critiqué l'initiative de Bruxelles visant à mettre fin complètement au transit de l'énergie russe en Europe en 2027, affirmant qu'elle aurait des conséquences désastreuses pour son pays et d'autres. Les 2 hommes ont également discuté des relations bilatérales ainsi que d'un éventuel accord nucléaire, la Slovaquie étant intéressée par l'importation de réacteurs américains dans le cadre d'un accord d'une valeur comprise entre 13 et 15 milliards d'euros. Rubio se rendra ensuite à Budapest ce lundi où il rencontrera Viktor Orbán pour des discussions visant à renforcer les relations entre les États-Unis et la Hongrie. Cette visite intervient à un moment crucial, à quelques semaines des élections générales décisives dans le pays où le président américain Donald Trump a déjà apporté son soutien à Orbán, le présentant comme un leader fort. L'Union européenne ne doit pas mal interpréter le discours de Marco Rubio à la conférence de la sécurité de Munich. C'est l'avertissement lancé par Fabrice Potier, PDG du think tank Rasmussen Global dans Europe Today. Bien que le ton utilisé par le secrétaire d'État ait été plus modéré, le fond n'indique pas un changement de cap. Selon Fabrice Potier, il ne s'agit que du calme avant la tempête. I think nobody was naive in thinking that this is not an olive branch. This is just a way to make the past few months a bit less painful. But clearly the road ahead, as I mentioned, this is calm before the next tempest because the road ahead is still made of many differences. I think Ukraine is still lurking very much around the corner in terms of big US-Europe Ukraine difference. And Greenland is not completely, in a way, solved. And I think the Danish Prime Minister was pretty clear about that. L'alliance historique entre les États-Unis et l'Europe est mise à rude épreuve depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, car sa récente stratégie de sécurité nationale accuse les institutions européennes de restrictions antidémocratiques et met en garde contre la perspective brutale d'un effacement civilisationnel.
Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées ce dimanche à Paris à l'appel de plusieurs groupes identitaires et nationalistes pour demander justice pour Quentin, militant d'extrême droite décédé après une agression à Lyon où la campagne municipale a été suspendue. Le groupe identitaire Némésis affirme que Quentin faisait partie du service d'ordre chargé d'assurer la sécurité des manifestants venus perturber une conférence de Rima Hassan, une version contredite par l'avocat de la famille de la victime. Selon le collectif extrémiste, Quentin aurait été agressé par des militants dont certains sont issus de la Jeune Garde, mais le groupe antifasciste a assuré qu'il ne saurait être tenu responsable de sa mort. Présentes à la mobilisation, certaines personnalités de l'extrême droite, dont Marion Maréchal Le Pen et Éric Zemmour, ont accusé sans preuve la France insoumise d'être responsable de la mort du militant. L'extrême gauche française et en particulier LFI a du sang sur les mains. Voilà. Et je pèse mes mots, puisque de fait, l'état-major de LFI depuis des semaines et des mois défend systématiquement, publiquement la Jeune Garde. Donc je veux leur dire que nous ne sommes pas dupes de leur pseudo-message de compassion et que nous espérons bien que justice sera rendue. La France insoumise, Rima Hassan et Raphaël Arnaud en tête, a rapidement condamné cette agression et assuré que toute la lumière devait être faite. Malgré le fait que la justice n'évoque pas l'identité des agresseurs, le parti a été accusé par des membres des Républicains, du Rassemblement national et du gouvernement. Des accusations sans fondement, dénonce Jean-Luc Mélenchon. Tout s'est passé ailleurs qu'à l'endroit où se trouvait Rima et le service d'ordre des Insoumis. Tout a été truqué, arrangé pour faire croire à une sorte d'expédition du service d'ordre insoumis pour traquer un pauvre malheureux. La mort n'a rien à faire dans nos pratiques et dans nos rangs. J'ai dit des dizaines de fois que nous étions hostiles et opposés à la violence. Nous savons ce qu'est la douleur d'un parent qui perd un enfant et nous y compatissons, quelle que soit l'opinion de ce parent et quelle que soit l'opinion de cet enfant. Une enquête a été ouverte du chef de coup mortel aggravé et de violence aggravée par les circonstances de réunion, d'usage d'armes et de dissimulation du visage des auteurs. La Gironde et le Lot-et-Garonne sont toujours en vigilance rouge ce lundi, après un week-end de précipitations record dans le sud-ouest de la France. 21 autres départements sont également maintenus en vigilance orange et une alerte a été émise pour un risque accru d'avalanche dans les Pyrénées. Si le pic d'inondation a été atteint ce week-end, la situation reste très préoccupante. Selon le service Vigicru, les niveaux des cours d'eau sont très hauts et les sols environnants complètement saturés dans les départements les plus touchés. Les précipitations ne s'infiltrent ainsi plus dans le sol et se déversent directement dans les cours d'eau. L'Espagne n'a pas non plus été épargnée après l'arrivée de la tempête Oriana ce week-end. Les pluies torrentielles et les vents violents ont fortement perturbé les services ferroviaires et les transports publics. La province de Castellón, l'une des plus touchées, a été placée en alerte rouge ce week-end. Les tempêtes ont jusqu'à présent causé 3 décès en France et en Espagne. Et des dizaines de personnes ont été blessées dans des accidents liés aux conditions météorologiques. La campagne pour les élections législatives en Hongrie a pris un tour particulièrement explosif depuis que Péter Magyar, principale figure de l'opposition, a annoncé mercredi faire l'objet d'une tentative de chantage à la sextape qu'il impute à Viktor Orban. Lors d'un meeting ce dimanche à Budapest, le candidat de centre-droit a vivement critiqué le chef du gouvernement et a promis une meilleure protection de la vie privée en cas d'accession au pouvoir. Ha Orbán Viktor maradna, akkor marad az örökös veszélyhelyzet, az átláthatatlanság, a kiszámíthatatlan döntéshozatal, az éjszaka kihirdetett kormányrendeletek, az Európai Unióból való kisodródás, a káosz, amelyben egyetlen korlátlan hatalmába beleőrült ember akarata ural mindent. Péter Magyar a martelé que son gouvernement s'efforcerait d'adopter des mesures anticorruption strictes et veillerait à garantir l'indépendance de la justice ainsi que la liberté de la presse et des établissements d'enseignement supérieur. À l'extrémité sud-est de l'Europe, la Thrace est restée en marge pendant des décennies. La région grecque se trouve désormais au centre de la sécurité énergétique européenne. Alors que l'UE souhaite interrompre toutes les importations d'énergie russe d'ici 2028, la carte du gaz naturel européen est en train d'être redessinée. Et la Thrace pourrait bien jouer un rôle clé. 2 terminaux de gaz naturel liquéfié sont déjà en service en Grèce. L'un d'eux, le FSRU flottant d'Alexandroupolis, alimente déjà la Grèce et l'Europe de l'Est en énergie.
Parallèlement, la construction d'un deuxième terminal flottant est prévue, dans le but d'augmenter les importations de GNL, principalement en provenance des États-Unis. Celui-ci sera acheminé vers l'Europe centrale et orientale afin de répondre à la demande croissante et de compenser les pertes liées à l'interdiction des énergies russes. La mise en œuvre de cette infrastructure se heurte cependant à des négociations politiques difficiles à Bruxelles. La Commission européenne a décidé de ne pas financer de nouvelles infrastructures de gaz naturel, invoquant ses objectifs de transition écologique. Mais la pression s'intensifie sur Bruxelles pour qu'elle fasse marche arrière, non seulement au sein de l'Union, mais aussi de la part des États-Unis. La Commission de l'énergie de l'UE doit rendre sa décision dans les mois à venir, afin de s'assurer que les réseaux alternatifs soient prêts avant que des pénuries énergétiques ne surviennent. Le Portugal s'est hissé en tête du classement de l'Union européenne pour l'électricité renouvelable grâce à la hausse de la production hydroélectrique et éolienne. Selon l'Association portugaise des énergies renouvelables, 80,7% de l'électricité produite en janvier provenait de sources renouvelables, ce qui a permis une économie estimée à 703 millions d'euros par rapport à une production assurée par des centrales au gaz naturel. Il s'agit du meilleur résultat du pays en 9 mois depuis la panne généralisée qui avait touché la péninsule ibérique en avril dernier et laissé quelques 60 millions de personnes sans électricité. Sur le vieux continent, le Portugal se classe même deuxième, seule la Norvège fait mieux avec 96,3% de son électricité issue de sources renouvelables. Le Danemark complète ce podium. La production d'électricité du Portugal a été dominée par l'hydro qui a représenté 36,8% de son mix global. Elle est talonnée par l'éolien avec 35,2%, tandis que le solaire a compté pour 4,4%.